En effet, le Parlement français a récemment adopté, l'été dernier, 2 lois intitulées « Loi pour la confiance dans la vie politique ». On retrouve là l'intitulé de notre conférence. Donc ces lois comportent notamment un volet relatif au financement de la vie politique, c'est l'objet de mon intervention, mais également toute une série de mesures concernant les élus, les membres du gouvernement, en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande exemplarité de la part de nos représentants. Et ces lois, donc, répondaient en fait à un engagement du président de la République nouvellement élu, un engagement lors de sa campagne, puisque le président, alors qu'il était candidat, avait souhaité que la première loi de son quinquennat vise à moraliser la vie publique. Et en effet, pendant la campagne électorale, l'opinion a été marquée par certaines affaires, et notamment une affaire concernant un des favoris à la présidence de la République, qui avait été mis en cause par les médias pour avoir utilisé, lorsqu'il était parlementaire, son indemnité pour embaucher sa femme comme collaboratrice parlementaire, avec des soupçons d'emploi fictif. Donc je n'interviendrai pas plus sur cette affaire, puisque la justice actuellement en est saisie. Alors on a tout d'abord une interdiction pour les membres du gouvernement, pour les parlementaires, pour les élus locaux, d'employer des membres de leur famille proche comme collaborateurs ou comme membres de cabinet. Les lois pour la confiance visent également à renforcer les obligations pour les parlementaires en matière de justification de leur obligation fiscale, à savoir donc l'évolution du cadre juridique en matière de financement des partis politiques et des campagnes électorales. Surtout, les partis engagent souvent des sommes considérables pour soutenir leurs candidats au moment des élections. Les frais qui ont été exposés par les 4 principaux partis à la dernière élection présidentielle en France en 2017, plus de 75 millions d'euros, soit à peu près de 3 milliards de roupies. En Inde également, la campagne électorale législative de mai 2014 aurait atteint 3,7 milliards d'euros. Et cette absence de cadre juridique a favorisé certaines dérives et des affaires qui ont mis en cause la moralité des élus et qui ont choqué l'opinion publique. Et donc c'est la raison pour laquelle le législateur est intervenu une première fois avec une grande loi, en fait 2 lois, du 11 mars 1988 relatives à la transparence financière de la vie politique. Avec donc 2 lois, l'une qui concerne le financement des campagnes électorales, les dispositions sont désormais codifiées dans le code électoral, et une autre loi qui concerne plus spécifiquement les partis et groupements politiques. En dernier lieu, donc, on a une loi du 6 mars 2017, donc vous voyez qu'il y a vraiment une succession de lois, avec donc une loi de 2017 qui a renforcé les obligations comptables des partis politiques, en prévoyant notamment la transmission à la Commission nationale des comptes de campagne de l'ensemble des informations sur les emprunts contractés par les établissements, auprès des établissements de crédit, des obligations en termes de publicité des informations relatives aux emprunts, et on a également l'obligation d'une certification des comptes par 2 commissaires aux comptes, lorsque les ressources annuelles du parti dépassent 230 000 euros. Monsieur le ministre de la Justice en parlait dès le début de son allocution, s'ajoute à cela un problème de défiance généralisée. Et il s'agit avant tout de confiance. L'an dernier, on a mené une enquête et un sondage auprès des Français qui estimait qu'à 57% d'entre eux, ceux qui détiennent du pouvoir, un pouvoir dans la société, sont en grande partie corrompus. Cette proportion s'élevait à 77% concernant les parlementaires français. Le point bas de la confiance atteignait les partis politiques, avec un indice inférieur à 10%. On ne peut pas dire qu'en France, on a une corruption endémique, ni dans les services publics, ni même parmi les responsables politiques. Donc pour illustrer ce paradoxe, je trouve que le sondage qui est mené par le European Barometer, Corruption Barometer tous les ans, donne quelques éléments intéressants. Quand il interroge les citoyens français sur leur expérience de la corruption, ils sont moins de 5% à déclarer avoir été témoins ou victimes de corruption autour des 12 derniers mois. Quand en revanche, on les interroge sur le fait qu'ils pensent que la corruption existe dans les institutions publiques locales ou régionales, ils sont 68% à estimer qu'elle existe, et ce chiffre monte à 73% pour les institutions publiques nationales.
Un premier élément d'explication, ça pourrait être qu'en France, la corruption est plus diverse et plus complexe que simplement les pots de vin, les valises de billets, comme on peut potentiellement se la représenter. Il faut l'entendre comme l'abus d'un pouvoir reçu en délégation pour un bénéfice personnel ou celui d'un tiers. Ainsi, d'après le European Corruption Barometer, les institutions dans lesquelles les Français auraient le plus confiance pour rapporter des faits de corruption sont la police, à 56%, puis la justice, à 32%, et les médias, à 13%, et en dernier, sans étonnement, le représentant politique. En 2017, par exemple, transmis 19 dossiers à la justice, quand la commission qu'elle remplaçait, qui existait depuis 25 ans, avait transmis le même nombre de dossiers, mais en 25 ans. Donc on peut voir quand même la différence d'efficacité, en tout cas un renforcement de l'efficacité dans ce sens-là. Donc la création de la haute autorité, mais aussi la création du PNF, le parquet national financier, parce qu'il ne peut pas y avoir d'avancée sans un renforcement des moyens de la justice. C'est quelque chose qui est primordial. Un changement de pratique aussi important concernant les recrutements. Mais il est désormais impossible de recruter à l'Assemblée nationale un collaborateur familial. Peut-on pour autant dire que toutes les leçons ont été tirées ? Alors, nous avions dressé un bilan du précédent quinquennat, on avait pu évaluer les avancées en matière d'éthique publique, mais aussi pointer évidemment les failles et les préconisations. Nous avions notamment consulté les citoyens à ce titre. Et il s'avère que, oui, le processus de consultation n'est pas un processus évident, ça je ne dirais pas le contraire, et je pense effectivement, comme Monsieur le ministre de la Justice le rappelait, qu'aucun pays à ce jour ne peut tout à fait se vanter d'avoir un modèle parfait, toutefois beaucoup de pays essaient. En tout cas, 9 Français sur 10 avaient une mesure concrète à nous proposer. Et ce qui nous a permis de faire une vingtaine de recommandations aux candidats à l'élection présidentielle, mais aussi aux candidats à l'élection législative, qu'il s'agisse de l'indépendance de la justice, du renouvellement de la vie politique, de la participation citoyenne, de la prévention de la corruption dans les collectivités territoriales, la question du financement public et la question du plafonnement. La France est à la pointe. Nous avons des efforts importants à faire, donc les leviers de la transparence et le levier du contrôle. Donc au-delà de ce grand chantier qui est le chantier du financement de la vie politique qui nécessite encore de grandes réformes en France, l'éthique est un tournant indispensable pour renouveler la démocratie. Si c'est un pari risqué de s'attendre à la vertu en politique, il faut des mécanismes de checks and balances qui doivent être mis en place. Et les mécanismes de transparence pourraient être des checks, et les ONG comme TI sont tout simplement les balances, comme la presse, qui maintiennent les conditions d'existence de la démocratie. Il faut faire entrer dans les mœurs la question de la liberté de dire la vérité. Et donc, je vais tenter, durant cet exposé que je n'espère pas trop long, de vous expliquer d'une part pourquoi je pense que le chemin, le sentier de la transparence et de la redevabilité est un sentier rocailleux. Ce chemin est impraticable parce qu'une culture de l'opacité s'est installée depuis des années, depuis des décennies à Maurice, et elle perdure. C'est compliqué de surmonter, de changer cette culture. Ce sentier est rocailleux également parce qu'il est mal éclairé par une petite lueur d'espoir qui est cette possibilité éventuelle qu'on ait une loi sur la liberté d'accès à l'information, la freedom of information. Notre culture locale de transparence et de redevabilité ne s'est en fait pas installée. Au fur et à mesure de nouvelles lois, 1838, le code pénal anglais, britannique, est devenu applicable à Maurice. Le code pénal a verrouillé encore plus la parole en créant des délits de sédition, des délits de publication de fausses nouvelles. Ce type de délits, parce qu'ils existent encore, font planer une épée de Damoclès sur la tête des journalistes, dans la mesure où, en l'absence de faits confirmés par les parties intéressées, dans ce cas-là, on n'aurait jamais eu confirmation, il est compliqué d'aller expliquer, d'aller donner des éléments d'information au grand public par rapport à des questions d'intérêt public. La redevabilité, les faits sont mis à l'arrière-plan au profit d'une communication beaucoup plus politique, avec une arrière-pensée politique.
Les exercices, vous me direz, que quand même, on serait à la dernière place du classement de Transparency Mauritius, de Transparency International, si on n'avait quand même pas des moments de transparence et d'explication de ce que fait le pouvoir public à Maurice. Un rapport du Bureau national de l'audit par an, dont on parle pendant 10 jours, 15 jours, on épluche les dépenses des ministères. L'autre moment de transparence, l'autre moment de redevabilité, c'est une trentaine de fois par an les questions que les parlementaires posent au ministre et au Premier ministre. Et comme le disait assez justement, c'est vrai, l'Attorney General tout à l'heure, personne n'est en mesure de vraiment vérifier la pertinence de ces questions, parce que certaines d'entre elles sont motivées de manière politique. Mais en l'absence d'une Freedom of Information Act, la presse et les journalistes fonctionnent dans un environnement avec une bureaucratie extrêmement lourde où, qui estime que la culture du secret, qui estime que les chefs de cabinet, qui estiment que les responsables d'institutions publiques ont vocation par défaut à se taire, ont vocation par défaut à se cacher derrière les ministres, et donc derrière la parole politique des ministres, plutôt que de parler de leur institution d'un point de vue beaucoup plus organique, d'un point de vue beaucoup plus administratif. Dans une réponse parlementaire au Parlement le 10 avril dernier, le Premier ministre a confirmé qu'un projet de loi existe, mais sa circulation est limitée au gouvernement, parce que c'est une question, je le cite, extrêmement délicate. Notre ami l'Attorney General est parti, s'il était là, d'ailleurs je lui ai fait la blague tout à l'heure, je lui aurais posé la question, est-ce que quelqu'un lui a dit que ce projet de loi est sans doute très intéressant, très utile pour le pays dans l'absolu, mais qu'il a vocation à rester dans un tiroir, parce qu'il est politiquement trop compliqué à mettre en œuvre à Maurice. Une Freedom of Information Act dépasse le strict cadre du journalisme et de notre métier, d'une approche corporatiste, parce que ce type de loi permet des avancées extraordinaires dans les démocraties. C'est un travail journalistique qui a obtenu un prix Pulitzer en 2014 aux États-Unis. L'accès à l'information par rapport à ce qu'on appelle aux États-Unis le dishonorable discharge des soldats, c'est-à-dire les soldats qui sont mis à la retraite de manière prématurée, mais pas avec les honneurs. Les journalistes sont allés enquêter sur le nombre colossal de dishonorable discharge d'anciens soldats des États-Unis. Ils ont demandé l'information, ils l'ont obtenue. Ils ont pu mettre en corrélation le fait qu'il y avait une prévalence extraordinaire de stress post-traumatique chez ces anciens soldats que l'État ne voulait pas payer. Il y avait des milliers de soldats qui avaient été déployés en Afghanistan, en Irak et ailleurs, qui revenaient au pays avec un état de stress post-traumatique